Bien. Alors, le Web 1, 2, 3, c'est bien, mais après, ce qui est intéressant, c'est de transposer à l'entreprise ou à la société. Alors, dans le cas de l'entreprise, les évolutions de l'entreprise sont sur le modèle d'une approche darwinienne. C'est les espèces les plus robustes, celles qui peuvent s'adapter le plus facilement au changement, qui peuvent résister, croître et prospérer. Alors tout d'abord, l'entreprise 1.0, c'est la papa, elle a vécu. Donc c'était les organigrammes hiérarchiques avec 36 000 niveaux, les approches descendantes top-down, avec la direction qui décide et puis le middle management qui va interpréter et ensuite les simples exécutants en bas de l'échelle. La Ford T, tout le monde peut choisir une voiture à condition qu'elle soit noire. Et puis le summum, c'est le diagramme PowerPoint de l'organisation de l'armée américaine en Afghanistan, d'une complexité infinie. Et ça, c'est la culture des processus, vous les avez peut-être vécus, et c'est à des années-lumière de ce qui existe sur le web et du collaboratif aujourd'hui. Alors désormais, on est de plus en plus dans une approche entreprise 2.0. Les entreprises sont 2.0 en partie, mais rarement en totalité. Alors pour cela, il y a eu plusieurs changements qui ont conduit cette approche entreprise 2.0, qui sont d'abord l'hypersegmentation, le one-to-one, donc les apports du marketing dans les années 80 et 90, le web, qui a été un événement détonateur, déclencheur, et avec les réseaux sociaux qui sont au cœur du web 2.0, il y a eu 4 changements qui ont été induits, à la fois la théorie de la longue traîne, la loi de Metcalfe, l'utilité d'un réseau croît proportionnellement au carré de ses nombres, le fait que les internautes soient participatifs, donc la loi des 1, 10, 89, et le problème, c'est les 89%, c'est les passinotes. Et dans les projets que j'ai pu mener en entreprise, on a installé des wikis, des outils collaboratifs, mais s'il n'y a pas une volonté forte du management, ces outils ne sont pas utilisés, ou alors c'est toujours les 4 ou 5 mêmes animateurs qui vont publier des informations et ils vont s'épuiser. Et enfin, les expériences de Milgram, les 6 degrés de séparation, qui sont très utilisés dans des réseaux sociaux comme LinkedIn et Viadeo, qui font que, en fait, les entreprises, si elles ne sont pas préparées à ça, eh bien, elles risquent de perdre des talents. Ou alors, avec le personal branding, c'est des gens qui sont présents sur LinkedIn, etc., qui vont pouvoir avoir un pouvoir parallèle qui est plus important que le pouvoir hiérarchique qui peut exister. Donc, toutes ces entreprises qui veulent se mettre au mode 2.0 doivent adopter des structures en mode projet, en mode agile. Donc, par exemple, Renault a pu, avec la Twingo, qui a été confiée à une personne qui était au placard, aboutir sur ce concept car qui est devenu un best-seller intéressant. Enfin, l'entreprise 2.0 doit être ouverte et pas cloisonnée à ses seuls collaborateurs. En profitant de l'intelligence de la multitude, des contributions de tout ce qui se passe sur Internet, elle peut créer de la valeur. L'exemple type, c'est Facebook. Facebook, la valeur de l'outil, de la plateforme, ce n'est pas ça qui fait la valeur de Facebook. C'est plutôt les 1 milliard et 100 millions de comptes et les interactions gratuites qui sont mises par les internautes au profit de la contrepartie qui est la gratuité du service, même si Facebook est dans un modèle de plus en plus payant, de plus en plus freemium. Et enfin, un autre phénomène sociétal, c'est l'influence de la génération Y, qui est née avec la souris, la génération Y, qui est née avec la 3D, qui rentre dans l'entreprise. Et le summum, c'est le buy your own device, le fait que les collaborateurs font pression pour avoir leur propre smartphone, leur propre tablette, indépendamment des choix ou des décisions qui sont prises par les directions des systèmes d'information. Et ça se retrouve dans l'explosion des frontières vie professionnelle, vie privée. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que de temps en temps, pendant quelques minutes, je vais avoir des mails perso pour gérer, par exemple, une fuite d'eau, un dégât des eaux avec le voisin. Donc ça, je vais le faire sur le temps de travail. Mais à contrario, lorsque mes enfants sont couchés, entre 21h30 et 23h, derrière l'ordinateur, je suis très productif tout en regardant une connerie à la télé. Donc ça, c'est une porosité des frontières vie professionnelle, vie privée qu'il faut avoir, que ce soit dans une petite, dans une grande structure. L'important, c'est la culture du résultat et d'avoir un bon esprit collaboratif pour échanger avec ses collaborateurs. Alors maintenant,
L'entreprise 2.0 par excellence, quelle est-elle? Vous avez une petite idée d'entreprise? Ben, c'est tout simplement Google. Google, c'est l'entreprise 2.0 puisque pour les 3 facteurs clés de succès d'une entreprise que sont une innovation technique en termes de produits et services, une organisation adéquate et des bonnes personnes, ben Google a réussi le challenge d'avoir techniquement un algorithme qui soit ultra performant, celui de son moteur de recherche, une organisation avec des structures plates, donc complètement à l'opposé de la structure taylorisée, le Fordisme, etc. Un campus où il fait bon vivre, où on peut avoir des services comme la restauration, les salles de jeux, de sport, style université américaine. Et puis 20% de temps libre, c'est-à-dire, et ça illustre vraiment cette porosité entre les frontières professionnelles et personnelles, c'est-à-dire que pendant 20% du temps, un jour par semaine, les salariés de l'entreprise vont faire des projets personnels, et ces projets personnels peuvent amener des idées nouvelles pour l'entreprise. C'est l'idée de sortir du cadre. Et enfin, les meilleures personnes sont recrutées, en n'hésitant pas à payer et surpayer les talents, et puis le jugement par les pairs. Donc on s'approche déjà à un management, à une notation à la 360 degrés, comme il existe sur les recommandations sur LinkedIn, c'est-à-dire que qui va noter une personne, c'est pas simplement son N+1 ou son N+2, mais c'est également ses collègues, collatéraux, ses collaborateurs, des clients, des fournisseurs. Les clients, les fournisseurs, on n'y est pas encore dans le modèle Google, mais c'est là où on pourrait tendre. Mais en fait, cette entreprise 2.0, on pourrait se dire, oui, mais il n'y a que Google, il y a peut-être Facebook avec les plateaux projets, etc. Et c'est quelques exceptions. Pour autant, les grandes entreprises, les organisations qui sont 1.0, doivent se mettre au 2.0. Si elles ne le font pas, ben, elles risquent de perdre des clients, des marchés. Alors, quelques exemples. Fiat Mio, vous connaissez? C'est une voiture qui a été réalisée d'un point de vue collaboratif. Il y a 17 000 internautes de 160 pays qui ont imaginé quelle pourrait être la Fiat de demain avec tout un tas d'innovations. Donc c'est un petit véhicule de 2,50 m avec tout un tas de composants communicants, une intelligence ambiante. Et elle a ensuite été maquettée. Et le projet Mio a été primé. Autre exemple, La Poste. Alors La Poste, 270 000 personnes, La Poste française, mais c'est également un gros challenge parce que 30% des flux avec le courrier de gestion qui est dématérialisé va disparaître entre 2007 et 2016. Si rien ne se passe, eh bien, la santé même de l'entreprise est en danger. Et donc, on a lancé un projet à la direction du système d'information qui est d'équiper tous les facteurs, c'est-à-dire 90 000 facteurs plus les managers, donc 100 000, de France et de Navarre, de smartphones, avec 3 services, mon téléphone, avec les usages mixtes professionnels, personnels, mais là, c'est pas simplement pour les cadres et les cadres dirigeants, mais c'est pour tout le monde. Ma Poste, avec des services pour l'équipement des facteurs, pour qu'ils puissent commander des tenues, des casquettes pour leur tournée, mais également qu'ils puissent entrer en communication avec les services collaboratifs, l'intranet, pour partager la culture de l'entreprise. Et enfin, ma tournée, c'est la livraison intelligente sur rendez-vous. J'ai un courrier colis à me faire livrer, je ne suis pas là, je suis chez le voisin en train de boire un verre, ben, j'ai la possibilité d'y aller. Et donc moi, dans ce projet, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé sur la signature électronique, qui est faite directement sur le smartphone. Le smartphone, c'est le smartphone du commerce, de type HTC ou Samsung, hein, comme il existe. Et avec des ateliers de créativité, avec un processus d'innovation, où on a associé les facteurs, on a associé des experts, des utilisateurs, on a pu développer un service qui tienne compte de tous les paramètres. Par exemple, l'éclairage, comment faire la signature dans l'obscurité, puisqu'il y a une partie de la livraison, notamment dans la saison hivernale, qui se fait dans l'obscurité. Donc c'était des paramètres à utiliser, à prendre en compte. Mais après, si on utilise de la lumière, le problème, c'est que le smartphone va se vider. Donc il y a tout un tas de contraintes opérationnelles comme ça à traiter. Donc la démarche qu'on a mise en place, c'est une démarche d'innovation en 4 étapes, avec la construction de maquettes,
pour avoir des proof of concept. Et une fois que ça a été validé par nos dirigeants en comité directeur, ça peut être généralisé. Et là, ça passe en mode projet classique. Donc une partie de l'entreprise devient 2.0. Ce n'est pas la totalité. Mais demain, ça va être également les organisations, les administrations publiques, pour mieux optimiser les besoins des usagers, pour pouvoir co-innover, pour pouvoir savoir s'il y a des signaux faibles, s'il y a des mécontentements qui s'expriment sur les médias sociaux. Ce sera intéressant que l'administration devienne aussi 2.0. L'étape d'après, on y est déjà en partie, pour certaines structures, c'est l'apport du Web3 à l'entreprise qui devient 3.0. Le Web3, c'est la conjonction d'Internet des objets, donc tout un tas d'objets communiquant reliés à Internet, RFID, etc., et du web sémantique. Les données seront au cœur du Web 3.0, avec le Big Data. Alors le Big Data, je vois apparaître tout un tas de nouvelles applications chaque jour, donc la puissance et l'algorithmique pour fouiller et forer le web. L'open data, donc ça permet à un écosystème d'acteurs avec des données qui sont rendues publiques d'innover. Donc la Poste peut le faire avec la localisation des boîtes aux lettres, des horaires des bureaux. Et donc après, on peut avoir des entreprises partenaires qui utilisent ces données-là, des startups notamment. Mais ça peut être aussi les plans de ligne des métros, des tramways, qui peuvent être rendus publics pour, par exemple, une entreprise qui aura plusieurs points pour optimiser le trajet de l'internaute qui veut se rendre dans un point de vente. Et enfin, le cloud, les données sont de plus en plus stockées sur le cloud, avec aussi des contraintes d'optimisation. L'entreprise 3.0, au-delà de cette dimension de données, sera vivante, auto-apprenante, donc pour pouvoir aussi prendre des décisions éclairées par elle-même, avec aussi un garde-fou. Si c'est dans le domaine de la finance, s'il y a des décisions qui sont prises par des automates, ça peut aboutir à des catastrophes. D'où le bon dosage, avec toujours l'humain qui est là en dernier ressort. Pour résumer, la transition de l'entreprise 1.0 à l'entreprise 3.0, on est dans une logique agrégative où l'entreprise 1.0 avait toujours cette maîtrise de la triade technique, organisation, personne, mais avec les processus qui étaient au centre. Pour l'entreprise 2.0, c'est plus le client qui est au cœur. Pour autant, les processus existent, mais les processus sont plus agiles, sont plus configurables avec les clients. Donc on fait avec, on fait ensemble. Et pour l'entreprise 3.0, c'est les données, avec le Big Data, Open Data, le cloud, qui vont régner en maître. Et toute cette dualité entre la sémantisation du web, l'information qui est taguée, qualifiée pour des exploitations enrichies ultérieures. Donc je vois un certain nombre de projets innovants qui servent d'expérimentation aux grandes entreprises. Mais pour l'instant, ça reste encore balbutiant. Mais l'Internet des objets va vraiment décoller. IPv6 le permet, et donc c'est une chance pour tous. Merci de votre attention.